Bonsoir, Monsieur Claude Megavi. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme. Je profite de l'occasion pour dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, que vous allez nous parler de la conférence nationale souveraine, d'où elle vient, les batailles qui ont mené à sa tenue, et les problèmes autour de sa tenue. Monsieur Claude Megavi, vous allez vous présenter et puis commencer votre exposé. Et merci. Et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Merci aux plateformes qui sont en train de nous suivre par synchronisation. Et merci à tous nos partenaires qui sont Radio Milawe, Fes Info TV et Pyramide Débat. Ok, je vous laisse le plateau. Bien, merci à la plateforme Togo, on se dit la vérité, de cette invitation qui m'est faite de faire une présentation de la conférence nationale souveraine, ajoutons le mot, du Togo, de juillet-août 1991, dont nous commémorons cette année le 31e anniversaire. Alors, dans à peu près 3 semaines d'ici, va survenir la commémoration du début de cette conférence nationale. Je suis Claude Ameganvi, le secrétaire chargé de la coordination du Parti des travailleurs. À la question de savoir d'où vient cette conférence nationale, il faut dire qu'elle vient de très loin. Elle vient, comme le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, de toute la lutte que n'a cessé de mener le peuple togolais depuis quasiment l'assassinat de Sylvanus Olympio. On le verra dans une des sessions que nous aurons ultérieurement. La place que la question de l'assassinat de Sylvanus Olympio et de son bilan a pris dans le cours de cette conférence. Donc, je dis que la lutte du peuple togolais, qui n'a pas cessé contre la dictature d'Eyadema, a nourri tous les processus qui ont conduit à cette conférence nationale, parce que elle était le point d'orgue de ce ras-le-bol que le peuple togolais avait de cette domination dictatoriale et continue à avoir, puisque cette domination dictatoriale s'est aujourd'hui transformée en domination d'une dynastie dictatoriale. Et donc, le peuple togolais cherchait de multiples moyens de se débarrasser de ce régime à travers toute une série de combats qui n'ont cessé de se développer pendant les 23 années passées. Alors, ce n'est pas la peine d'y revenir dans le détail, mais retenons pour l'essentiel que dans le contexte où la conférence nationale survenait, une situation mondiale se combinait à la situation nationale pour donner une situation d'une originalité sans précédent, puisque tout l'univers mondial, dont les luttes du peuple togolais étaient la répercussion, en quelque sorte, frémissait à l'aune de toute une montée au combat des peuples quasiment sur tous les continents. Plus près de nous ici, au Bénin, toute l'année précédant, disons les 2 années précédentes, l'année 91, où la conférence est tenue, a été marquée en 1989 par des grèves qui n'ont cessé de se développer au Bénin contre les effets ravageurs des plans d'ajustement structurel, lesquels étaient mis en œuvre par le régime du Parti révolutionnaire du peuple béninois, le régime du PRPB de Mathieu Kérékou, qui avait été complètement débordé par les initiatives et les luttes que développaient les travailleurs
lesquels n'en pouvaient plus de ces conséquences désastreuses des PAS, les plans d'ajustement structurel, et parce que pour la plupart de ces travailleurs, ils étaient sans salaire depuis 8 mois, les banques étaient totalement ruinées, et le FMI et la Banque mondiale avaient dicté leur potion amère pour redresser une situation nationale, une situation économique nationale, qui malheureusement ne se redressait pas. Donc, cela, c'était ce qui se passait à côté de nous ici au Bénin et qui avait ses répercussions sur la situation togolaise. Ensuite, fin 1991, le 9 novembre, est survenue la chute du mur de Berlin, qui est un événement d'une portée pas seulement européenne mais mondiale, puisqu'elle a eu des conséquences sur tous les continents et en particulier en Afrique, dans ce que elle a abouti à mettre les régimes de l'arbitraire sous le coup de la mobilisation des peuples, contre les régimes de ces régimes de l'arbitraire là. Et donc cette chute du mur de Berlin a nourri tous ces processus de démocratisation qui ont déferlé sur tous les continents et qui ont eu des répercussions puissantes en Afrique, où différents regroupements ont commencé à revendiquer à leur tour la démocratisation des régimes en place. C'est le cas au Togo où le 6 décembre 1989, Maître Jovi Gali, l'avocat, a tenu au Centre culturel américain une conférence publique sur le thème l'indépendance du juge aux États-Unis, ciment de démocratie, et il s'est prononcé à cette occasion-là pour l'avènement de la démocratie, qui était un des meilleurs systèmes qui puissent exister comme mode de gouvernance d'un pays. Alors, ce qui s'est passé après cette conférence des avocats, c'est que Maître Atou Kofi Amega, qui était un membre du régime, avait assisté à cette conférence-là. Et pour sa part avait été particulièrement outré par les propos qu'il avait entendus au cours de cette réunion, puisque c'était une claire critique du régime qu'il servait. Et à partir de là, après avoir été faire son rapport au régime, Eyadema a donné l'ordre que tous les avocats soient convoqués pour être sérieusement sermonnés. Alors, le bâtonnier de l'ordre des avocats à l'époque, celui qui présidait leur corporation, était Maître Yavi Agboibo, qui a invité ses pairs à cette réunion qui s'est tenue le 26 décembre au Palais des Congrès de Lomé, pour débattre avec le régime, et les ministres se sont déchaînés sur eux les uns après les autres en leur reprochant de critiquer le régime, et s'en sont pris à Jovi Gali en particulier, puisque à l'époque, autrefois par le passé, il avait été un des membres de ces sections de jeunesse du RPT, les 3S, et donc on lui faisait savoir qu'on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui avait été dans des structures du régime comme celle-là pouvait aujourd'hui se permettre de le critiquer. Passons, toute la corporation qui était là avait été profondément indignée. Asila même, à un moment donné, avait menacé qu'on fusille l'un d'entre eux, etc., comme il avait l'habitude de le faire. Mais bon, en réalité, ça n'avait pas intimidé les avocats. Et tout le monde est sorti de cette réunion, en sachant que quelque chose était en train de basculer dans la situation politique nationale. À la suite de quoi, ça c'est ce qui s'est passé fin 89. L'année 90 est survenue dès le début, le 11 février, avec la libération de Nelson Mandela après 27 années de prison. Et vous savez que cet événement a eu un puissant écho dans toute l'Afrique et dans tous les pays du continent, puisque c'est un événement qui a apporté la preuve de ce que un combat de résistance
aussi long qu'il pouvait durer, peut aboutir à une victoire de ce sur quoi ce combat l'apporte. La preuve de la libération de Mandela en était le témoignage. Et donc ça a renforcé l'ensemble des peuples africains et le peuple togolais notamment dans la conviction de ce qu'il était possible d'en finir avec les régimes dictatoriaux qui dirigeaient nos pays. Donc c'est à la suite de ça que quelques jours après la libération de Nelson Mandela, la situation s'aggravant au Bénin, eh bien, le régime de Mathieu Kérékou a été contraint de convoquer cette fameuse conférence des forces vives de la nation, qu'on a appelée la conférence nationale, à l'hôtel PLM Alejo à Cotonou. Et tenez-vous bien, c'est en réalité de l'intérieur même du parti, de son parti unique, le PRPB, qu'est partie l'idée de convoquer cette conférence nationale pour trouver les voies et moyens de répondre au diktat du FMI et de la Banque mondiale, à savoir arriver à éradiquer, à faire taire, à faire refluer les grèves, et appeler toute la nation à participer à la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel, puisque dans le discours qu'il avait fait à l'ouverture de cette conférence nationale, Mathieu Kérékou disait que cette conférence avait été convoquée conformément aux recommandations expresses de la section conjointe spéciale du comité central du parti, du PRPB, et avait pour objet une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, pour se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Et donc, vous comprendrez qu'au point de départ, la conférence nationale du Bénin n'avait pas pour objet d'apporter la démocratie comme beaucoup l'ont pensé par la suite, ce qui est une équivoque, mais avait pour objet de rassembler le peuple du Bénin aux côtés du régime moribond de Kérékou pour mettre en œuvre les plans d'ajustement structurel. Et c'est pour cette raison que vous verrez que, en réalité, à la tête du régime de transition qui se mettra en place, par la suite, on mettra quelqu'un qui, Nicéphore Soglo, qui est un ancien de la Banque mondiale, qui a liquidé des banques, fait les privatisations, etc., conformément au diktat du FMI, et a infligé ses potions amères, au peuple béninois, qui, a permis de trouver une solution temporaire à la situation, mais pas durable, puisque les problèmes n'ont cessé de continuer dans ce pays-là depuis. Alors, à la suite de la conférence nationale du Bénin, il y a eu au mois de juin, exactement le 20 juin 1990, le fameux sommet franco-africain de la Baule, qui s'est tenu dans le département de la Loire-Atlantique en France, et qui a pris acte de ce qui venait de se passer au Bénin, et qui a pris acte de cette révolte qui survenait dans tous les pays d'Afrique, et qui a tenté, pour l'impérialisme français en tout cas, de sauver ses intérêts dans ces chasses gardées d'Afrique, en œuvrant à mettre en œuvre un train de réforme pour éviter l'éclatement de situations révolutionnaires qui susceptibles de faire perdre à l'État français ses positions dans ces chasses gardées. Et c'est à partir de là que Mitterrand, qui s'était accommodé des régimes dictatoriaux, des dictatures militaires et civiles des différents pays jusque-là, a recommandé à ses pairs africains, certains ne l'entendant pas d'une bonne oreille, de changer un peu les formes de leur domination et d'œuvrer à ce que une démocratisation des régimes puisse survenir. Alors, à partir de là, on a commencé à développer l'idée selon laquelle
les conférences nationales, tout comme ce qu'on a appelé la démocratisation de manière globale de la plupart des pays d'Afrique, a été l'œuvre de Mitterrand. Il n'y a rien de plus faux, puisque la conférence nationale du Bénin, somme toute, est antérieure au sommet de la Baule, et les mouvements qui se développaient au Bénin et qui ont poussé Kérékou à organiser cette première conférence nationale qui est devenue un modèle qu'on a par la suite étendu à tous les pays d'Afrique, sont des phénomènes antérieurs. Donc, c'est une adaptation circonstancielle aux intérêts français qui est qui est le produit, qui a donné finalement ces conférences nationales, puisque à partir de là, l'impérialisme français va l'imposer dans tous les pays, même ceux des pays qui n'en voulaient pas étaient obligés de les tenir, surtout après que, à la fin de la même année 1990, et j'indique là qu'on était déjà en 1990, puisque le sommet de la Baule a eu lieu au mois de juin, le 6e mois de l'année, et le 10e mois, c'est-à-dire 4 mois plus tard, au mois d'octobre, survenait le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Et donc, donnant raison au Mitterrand qu'il fallait s'adapter aux situations, sinon un vent de soulèvement était en train de déferler sur le continent africain. La preuve, ce qui se passait au Togo, et qu'il fallait absolument faire en sorte que on puisse changer la forme de la domination pour que tout ne soit pas perdu. Et donc, comme vous le savez, le 5 octobre 1990, c'est à l'occasion du procès des 2 étudiants, Doglo Agbelonkor et Logo Dosuvi, à l'occasion de leur procès au palais de justice, que l'éclatement a eu lieu. Donc, le pays, à partir de là, de cette contestation silencieuse, larvée qui se développait, est rentré dans un tumulte d'événements qui vont aller crescendo en s'amplifiant au fur et à mesure. Et après la survenue du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, Edem Kodjo, qui avait été le fondateur du parti unique, parti-État RPT, qui après est devenu secrétaire général de l'OUA, où il est entré en disgrâce avec le régime des Yadema parce qu'il commençait à prendre une posture internationale qui inquiétait Yadema. Donc il a fait démettre de son mandat, le poussant à aller vivre en exil en France, a sorti un appel au grand pardon, qui est un appel pour un renouveau démocratique au Togo, où il a commencé de manière formelle à être le premier à appeler à l'organisation d'une conférence nationale, à la promulgation d'une loi d'amnistie et à la réhabilitation de la mémoire de Sylvanus Olympio comme proposition de solution à la crise togolaise. Eh bien, malgré les propositions faites par Edem Kodjo, eh bien, la situation politique, le régime ne lui a pas répondu, d'une part, parce qu'il estimait que aller dans le sens de l'ouverture d'une discussion sur les thématiques qu'il avait annoncées était dangereux pour son pouvoir et avait plutôt mis en œuvre un train de réforme interne, cela depuis un certain temps, qui était une sorte de réforme constitutionnelle à survenir, au sein du parti unique, mais manifestement, le pouvoir n'avait pas compris que les éléments allaient le déborder assez rapidement. Et donc, à partir des mois de novembre-décembre 1990, à la suite du soulèvement populaire du 5 octobre de la même année, des mouvements de grève vont déferler et des insurrections des différentes corporations vont déferler dans tous les pays. D'abord, au mois de novembre, la grève des conducteurs de véhicules de transport va étendre le mouvement, l'insurrection partie de la capitale à tout le pays. Ensuite, au même mois de novembre, à Mango, va commencer une révolte paysanne où les populations de la région de Loti vont s'indigner des réserves des chasses que Yadema s'était constituées avec les faunes de l'Akéran et de Loti.
En décembre, toujours 1990, à Agné, les travailleurs de Sinto, une société sino-togolaise, où on produit du sucre, vont se révolter contre leurs conditions de travail qui rappelaient l'époque de l'esclavage, comme ils le disaient. Fin décembre, les travailleurs du Wawa, travaillant pour la société Marox, qui produisait, qui était un grand élevage qu'Eyadema avait mis en place, vont se révolter contre lui et vont réclamer leurs droits à ce moment-là. Et c'est donc dans tout ce bouleversement qui survenait à la fin de l'année 90 que le congrès de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui s'était constitué auparavant au mois de juillet 1990, va se tenir, et son président d'alors, Joseph Kofigo, va reprendre la proposition qui se débattait alors publiquement dans tout le pays de la nécessité de l'organisation de cette conférence nationale, va reprendre donc cette proposition en parlant de journée nationale du dialogue. Et Eyadema ne voulant surtout pas entendre parler du terme conférence nationale, puisqu'il avait peur de ce qui s'était passé au Bénin, où Kérékou avait été dépouillé de ses prérogatives, de certaines de ses prérogatives de chef d'État. Et donc, la généralisation de cette formule à tous les pays le menaçait également. Il ne voulait pas en entendre parler. Donc, pour s'adapter à cela, Kofigo n'avait pas utilisé le terme de conférence nationale, mais avait parlé de journée nationale du dialogue. Parce qu'en réalité, le régime lui-même, après l'éclatement du soulèvement du 5 octobre 1990, et avec la constitution du Front des associations pour le renouveau, qui s'était constitué avec l'apparition des premières associations indépendantes au lendemain de ce soulèvement, lesquelles associations s'étaient regroupées justement en ce front des associations pour le renouveau, avait commencé à entamer une série de discussions avec Eyadema pour trouver une solution à la crise. Et la question de la conférence nationale y avait été abordée à plusieurs reprises. Et Eyadema, en tout cas, avait fait comprendre que lui ne voulait pas entendre parler de cette conférence nationale, d'où la reprise de cette proposition de journée nationale du dialogue, par la LTDH. Alors, ce qu'on devait comprendre à partir de là, c'était que d'emblée, la proposition de journée nationale du dialogue, ou par la suite formulée en forum national de dialogue, s'opposait à l'idée de la conférence nationale, en ce sens que le Forum national de dialogue ou les journées nationales de dialogue avaient pour contenu une réunion ou des assises qui n'avaient aucun caractère contraignant pour Eyadema, et qui avaient pour objet simplement de faire quelques débats de forme, mais qui n'allaient pas permettre de tourner les pages du régime ou de démettre Eyadema, si possible. Alors que le peuple togolais, lui, voulait une conférence nationale pour démettre Eyadema, à la suite de tout ce qui avait été dit lors du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, puisque le mot d'ordre qui revenait le plus souvent lors des événements du 5 octobre était celui de l'exigence de la démission d'Eyadema. Cette proposition de conférence nationale va finalement survenir au mois de février de l'année suivante, le 20 février 1991, formulée par les étudiants de l'université du Bénin, l'université de Lomé, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, lesquels étudiants avaient tenu une réunion sur le campus à laquelle ils avaient invité maître Jean-Yahouvi Degli, à venir animer un débat sur le thème quel type d'étudiants pour le Togo démocratique. Et 4 organisations, 4 mouvements estudiantins s'étaient constitués à l'époque. Le MELD, qui était le mouvement des étudiants en lutte pour la démocratie, le GRAD, le groupe de réflexion et d'action des jeunes pour la démocratie, l'OULD, l'organisation universitaire en lutte pour la démocratie, et le FELD, le Front des étudiants en lutte pour la démocratie, lesquels s'étaient regroupés en un collectif des mouvements estudiantins
donc qui organisait toute une série d'activités, dont des grèves, nous allons le voir tout à l'heure, sur le campus. Et à la fin de cette conférence animée par Maître d'église, spontanément, les étudiants ont rédigé une pétition qui a été immédiatement signée par 600 personnes, laquelle pétition se concluait par les revendications suivantes. Premièrement, une amnistie générale sans discrimination aucune et avec des garanties. Deuxièmement, la dissolution du RPT et l'annulation de son projet de constitution. Troisièmement, l'autorisation immédiate de la création des partis politiques et des syndicats autonomes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait que les partis uniques et les syndicats uniques, la CNTT. Quatrièmement, la libéralisation des masses médias officiels à tous les acteurs de la vie politique. Cinquièmement, surtout, la convocation d'une conférence nationale souveraine étant écrit en lettres capitales. Et sixièmement, des élections en présence d'observateurs des Nations Unies, d'Amnesty International, de la presse internationale, etc. Donc, voilà un peu ce qui avait été décidé par les étudiants. Et pour appuyer l'ensemble de ces revendications, les étudiants ont appelé à une manifestation à Lomé le 12 mars. Cette manifestation a été sauvagement réprimée. Et cette répression sauvage, qui a occasionné beaucoup de blessés et tout, a révolté les femmes qui, indignées comme mères de famille, mères de ces étudiants, ont décidé de manifester le 16 mars pour protester contre la répression sanglante dont leurs enfants ont été l'objet sur le campus de l'université du Bénin. Eh bien, malheureusement, cette manifestation du 16 mars également va être encore plus sauvagement réprimée que la manifestation des étudiants. Il y a des images épiques où on voit des militaires entréhis courir après de pauvres femmes avec de grosses matapes, leur taper dessus, les mettre en sang avec des hématomes partout. Et surtout, une jeep de militaires qui a écrasé un jeune enfant, Lukman Faboualé, un garçon de 12 ans. La jeep militaire a marché sur l'enfant, s'est arrêté, a fait marche arrière, a remarché encore sur lui et après le jeune garçon a été relevé mort. Et donc à partir de là, ça a été une indignation générale qui a, exacerbé la tension à l'intérieur du pays et accru les mobilisations. Ceci jusqu'au 11 avril 1991. Où on a eu les massacres de la lagune de Baie, puisque devant ce flot de manifestations ininterrompues depuis la répression, la terrible répression du 16 mars, et il y a des mains totalement débordées de tous les côtés, a décrété un couvre-feu qui entrait en application à 16 heures, mais n'a été annoncé sur les médias publics à partir de 18 heures. Et donc, lorsque les gens rentraient de leur travail, du marché, les bonnes femmes du marché, eh bien, beaucoup d'entre eux ont été pris, en étau, par ce couvre-feu, exactement comme ce qui s'est passé ici pendant la période de la Covid, et où, donc, sur le tronçon qui va de la maison du chef Adjalé jusqu'à Begakoto, Ernest Nassingbe et ses sbires et d'autres contingents de militaires ont pris en étau des travailleurs qui revenaient de leur travail du marché et ont sauvagement tapé les gens, leur ont cogné la tête, ont tué des gens puis les ont jetés dans la lagune et le lendemain matin on a relevé 28 cadavres, on a retiré 28 cadavres de la lagune. Je reviens. Après donc que les cadavres aient été retirés de la lagune de Baie, il y a eu un tournant général dans le pays. À savoir que la population, mais totalement indignée, a ramassé les corps, les a mis dans un véhicule bâché, découvert, et donc est parti en manifestation en chantant des chants traditionnels de guerre.
vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui était considérée à l'époque comme le pays de la démocratie. Et le seul mot d'ordre qu'ils avaient était celui de la démission d'Eyadema après ce carnage, cette horreur absolue que la population venait de découvrir. Et interpellé à l'époque par Radio France Internationale sur l'exigence des manifestants que Eyadema démissionne immédiatement ce jour-là, eh bien, Joseph Kofigo et Maître Hervé Agboibo, qui apparaissaient à l'époque comme étant les leaders du mouvement qui se développait, notamment puisqu'ils étaient les principales figures du Front des associations pour le renouveau, mais avaient eu cette réponse étonnante, à savoir qu'il n'était pas question qu'Eyadema démissionne, parce que s'il démissionnait, il y aurait un vide politique et il n'aurait plus personne avec qui discuter, parce que eux, ils étaient en train de négocier avec lui cette affaire de tenue de journée nationale du dialogue, et il n'était pas question pour eux qu'Eyadema démissionne. La population indignée du Togo jusque dans la diaspora où nous, à l'époque, nous étions, et avions critiqué sévèrement ces déclarations de Kofigo et d'Agboibo, a finalement conduit à la dislocation du phare, qui, sous les critiques et le rejet populaire, s'est purement et simplement sabordé. Après qu'il se soit sabordé, au mois d'avril, le 27 avril 1991, mais pour la première fois depuis 31 ans, alors que depuis 22 ans, où le parti unique, parti État avait été constitué, bien la population commémorait le 31e anniversaire de l'indépendance nationale, dont les festivités ou dans la commémoration avaient été interdites depuis lors. Puisqu'il faut savoir que sous le régime d'Eyadema, de tenir ne serait-ce qu'une photo de Sylvanus Olympio était un crime qui pouvait vous conduire en prison et vous pouviez en mourir. Et donc avec disons cette démocratie retrouvée, cette aspiration au changement qui déferlait de partout, Eyadema n'a pas pu interdire la commémoration à nouveau de cet anniversaire, puisque des groupes d'étudiants même s'étaient constitués pour faire revivre l'hymne national qui n'était plus chanté. Et puis rappelez-vous à l'époque, c'était un hymne du RPT qui avait remplacé Terre de nos aïeux et était devenu l'hymne national du pays. Et à partir de là, la restauration de l'hymne national a commencé à survenir. Et de fil en aiguille, tous ces développements-là vont tellement secouer le régime que, finalement, les partis et les mouvements qui s'étaient constitués à l'intérieur du pays vont se reconstituer à nouveau, surtout avec l'arrivée, le retour des exilés qui, après la promulgation de la charte des partis, au lendemain de la découverte des massacres de la lagune de Baie, puisque rappelez-vous, cette charte des partis date du 12 avril, c'est juste au lendemain de la découverte des cadavres, du repêchage des cadavres de la lagune, que la charte a été promulguée comme une sorte de concession pour étouffer le mouvement de la revendication de la démission d'Eyadema. Et donc, avec le retour des exilés, va se constituer le 4 mai 1991 au restaurant La Pirogue, le Front de l'opposition démocratique, qui a pris la place du phare, du Front des associations démocratiques, le front regroupant les partis, donc qui commençait à apparaître, aux côtés du collectif de l'opposition démocratique, le CODE, qui rassemblait les partis avec les associations qui étaient alors apparues. Et la plateforme que ce front va adopter va avoir pour premier point la question de la convocation d'une conférence nationale. Et, la phrase dit précisément ceci:
le front décide l'élaboration d'une plateforme commune définissant les conditions d'organisation de la conférence nationale. C'est cela. Donc, le thème essentiel, c'était préparer et organiser cette conférence nationale. Et pour cela, eh bien, peu de temps après, le Front et le CODFOD va organiser un premier meeting indépendant, ce qui n'était jamais arrivé dans le pays, au stade municipal de Lomé, où une foule immense a débarqué ce jour-là et a permis au régime de voir que la donne véritablement était en train de changer. Donc, après ce meeting qui a eu lieu le 20 mai exactement 1991, eh bien, Eyadema a été contraint de recevoir une délégation du CODFOD au palais de la présidence à Lomé. Et lorsque les différents partis ont refait la proposition d'entrer en discussion avec son gouvernement sur l'organisation de la conférence nationale, eh bien, il a commencé à traîner des pieds en mettant comme préalable le fait que les partis, ses interlocuteurs, se conforment aux exigences de la nouvelle charte des partis qui avait été promulguée et toute une série de choses. Bon, bref, les choses ont traîné en longueur et le CODFOD, constatant que là, c'était du dilatoire qu'il faisait, avait décidé le 6 juin 1991 d'organiser une première grève générale illimitée pour lui forcer la main en lui donnant l'injonction de répondre à sa demande d'organisation d'une conférence nationale, que s'il n'y répondait pas, il allait y avoir une grève qui allait demander purement et simplement sa démission. Et donc, à l'époque, il devait partir à un sommet à Abuja, au Nigeria, un sommet de l'OUA, puisque c'est comme ça que s'appelait l'Union africaine d'aujourd'hui à l'époque. Et Eyadema, donc, pendant toute cette période-là, a méprisé la mise en demeure que lui avait adressée le CODFOD, est parti au sommet d'Abuja, en est revenu, a fait un discours, mais provocateur, comme pas permis au camp militaire de Lomé, au camp du RIT, où il a fait rassembler des hordes de ces militaires et tout, dont certains dansaient le camou, etc. et tout ça. Bon, et a dit conférence nationale, ça veut dire quoi, démontrant à partir de là concrètement qu'il n'entendait pas du tout répondre à l'idée de l'organisation de cette conférence nationale. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dès le lendemain, la grève a démarré. Le 6 juin, le 6 juin 1991, la grève a démarré, extrêmement bien organisée, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Le pays était totalement paralysé. Et Eyadema lui-même, il a eu le vertige, il était complètement déboussolé, il ne pouvait pas s'imaginer que le peuple togolais allait être aussi uni et allait lui infliger une défaite aussi cinglante. Et il a tellement paniqué qu'il avait commencé à l'époque à discuter avec les autorités françaises et François Mitterrand lui-même. Puisque la grève réclamait sa démission, eh bien, il a dit qu'il était prêt à quitter le pouvoir, mais qu'il ne pouvait pas partir seul, qu'il voulait partir avec 500 de ses collaborateurs, qui ont été ses fidèles lieutenants jusqu'alors, qu'il ne pouvait pas les laisser tomber. Mitterrand, scandalisé, estimait qu'ils étaient trop nombreux, qu'il était prêt à l'accueillir en exil en France, mais ils étaient en train de négocier sur la réduction du nombre des accompagnateurs d'Eyadema, quand malheureusement, des rangs même du CODFOD, un parti a sorti un tract pour dire que la grève générale qui était en cours n'était pas pour obtenir la démission d'Eyadema, mais que c'était pour obtenir la conférence nationale. Et ça, c'était un coup de poignard dans le dos de cette grève. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Français, qui n'entendaient rien d'autre, et qui avaient en leur ambassadeur
au Togo, l'ambassadeur de France d'alors, Bruno Delay, qui est devenu plus tard secrétaire particulier de Mitterrand, preuve que c'était quelqu'un qui savait manœuvrer, a saisi la balle au bon et a commencé à négocier avec les responsables du Code FOD et le régime pour que effectivement on aille vers la tenue de cette conférence nationale. Et beaucoup, un certain nombre de membres du Code FOD, dont nous étions, Tavio Amorin et moi-même, étions contre cette perspective, mais comme la majorité des dirigeants voulaient trahir la grève et aller dans le sens plutôt de la tenue de la conférence nationale, ils ont tenu ces fameuses négociations suivies d'un accord le 12 juin 1991, qui a finalement concédé la conférence nationale. Alors, je veux insister tout particulièrement sur ce fait que, en réalité, cette conférence nationale est une trahison grave de la grève générale, de la puissante, qui avait quasiment réussi à balayer Eyadema. Et je dois dire que si nous sommes dans la situation terrible dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est quelque part en dernière analyse, comme conséquence de la trahison de cette grève générale, de cette toute première grève générale qui avait quasiment réussi à balayer le régime d'Eyadema. Alors maintenant, dans cette dernière partie pour terminer, je dirais que dans ces conditions, vous comprendrez que Eyadema, requinqué de cette façon, allait se disposer pour gagner la partie. Et où va-t-il jouer son jeu ? C'est dans la préparation de la conférence nationale, puisque les fameux accords du 12 juin 1991 stipulaient que devait se mettre en place un comité préparatoire de cette conférence, et même le thème, l'organisation, le débat, tout avait été cadré, et une forme d'amnistie même d'Eyadema était proposée, puisque expressément il était entendu que pendant la conférence nationale à la période de transition, le chef de l'État continuera à assumer ses fonctions en tant que garant de la continuité de l'État, de l'indépendance et de l'unité nationale, dans le respect dû à la dignité de la fonction présidentielle, en tenant compte des attributions que la conférence nationale aurait décidé de conférer au Premier ministre. Quelqu'un qui venait de massacrer les gens à la lagune de Baie et dont le gouvernement était décrié de partout pour les crimes économiques qu'il avait commis, tout cela, qu'on dise que cette personne-là, on lui doit de la respectabilité, qu'il doit présider à la continuité de l'État et tout ça, c'était ficelé d'avance, quoi. À telle enseigne que, au soir de la signature des accords du 12 juin, le collectif d'Abidjan que représentait Tavio Amorin et l'OTTD que moi-même je représentais, nous avions sorti un tract pour dénoncer ces accords du 12 juin que nous avons caractérisés d'une trahison à laquelle nous venons d'assister, et nous avons lancé un appel au peuple togolais à la vigilance et à poursuivre le combat jusqu'au départ d'Eyadema et de son gouvernement. C'est ce que nous avions fait à l'époque. Mais une fois que nous avions dit ceci, comme la conférence allait se tenir, nous avons continué à nous inscrire dans le processus de sa tenue pour aller combattre pour la défense des intérêts du peuple togolais à l'intérieur de cette conférence-là. C'est d'ailleurs pour ça que on a beaucoup retenu le combat que nous avons mené à l'époque, et nous le verrons dans les sections à venir par la suite. Et comme je le disais tout à l'heure, tout s'est joué autour des problèmes de la préparation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Mais les réunions de préparation tenues en longueur et la délégation du RPT qu'Eyadema a mandaté pour négocier avec les responsables du Code FOD les ont fatigués, mais à n'en plus finir. À plusieurs reprises,
la date de tenue de la conférence nationale avait été annoncée et au moins 3 fois elle a été reportée. Et pourquoi? Parce que Eyadema ne voulait pas céder. Lui ne voulait pas céder, mais à chaque fois, mais ce sont les dirigeants du Codeford qui cédaient et qui lui faisaient concession sur concession, à tel point que, à la fin, au jour d'entrée dans la conférence nationale, la plupart des délégués qui avaient été retenus pour y participer étaient majoritairement des délégués qui étaient à la botte du régime RPT de l'époque. C'était des gens du régime, que ce soit ces préfets, que ce soit ces délégués des différentes régions rurales, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les gens du RPT, etc. et tout ça. Mais ces gens-là avaient complètement, totalement submergé la conférence, à tel point que une organisation de jeunesse à l'époque qui s'appelait la Jeunesse pour le combat démocratique a sorti un tract où il a appelé à faire attention à la répartition des sièges à la conférence nationale, et en faisant le compte a pu constater de ce que on obtient sur les 762 délégués retenus pour la conférence nationale 419 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue pour les gens du RPT. Donc vous comprendrez dans ces conditions-là, mais que la conférence nationale, comme montagne, ne pouvait qu'à se coucher d'une souris. Et donc ne pouvait faire en sorte que de préserver le régime d'Eyadema, comme on l'a vu au sortir de cette conférence. Et je donnerai dans les prochaines sessions des éléments tangibles pour que vous vous rendiez compte de ce que, malgré tous les crimes économiques qui ont été décriés, d'abord, tous les crimes de sang qui ont été décriés dans le courant de cette conférence, malgré tous les crimes économiques qui ont été attestés dans la conférence, y compris par une déclaration de faillite où Barry Moussa Barké, le ministre, un des principaux ministres des Adema, comme vous le savez, a reconnu que leur régime avait mis en faillite l'État togolais. Eh bien, on décidera de garder Eyadema à la tête de l'État togolais. Et rien d'étonnant si ainsi préservé, il se retournera par la suite contre le peuple togolais avec tous les massacres qu'il a poursuivis jusqu'à sa disparition. Donc, ça a été un peu long, mais je crois que c'était nécessaire pour que vous compreniez tout le contexte et tout ce qu'il y a eu derrière le mouvement qui a mené à cette conférence nationale, et pourquoi, depuis le départ, on ne pouvait savoir que, finalement, il n'arriverait pas à résoudre sur le fond la crise togolaise à laquelle nous étions confrontés. Je vous remercie. Eh bien, je suis disposé maintenant à répondre à l'ensemble des questions que vous voudrez bien me poser. À tout à l'heure.